Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ce décryptage. Dans la première partie, nous avons vu les origines de ces tensions et comment certaines décisions passées ont progressivement façonné la situation actuelle. Dans cette seconde partie, nous allons aller un peu plus loin pour comprendre comment ces dynamiques ont continué d'évoluer et pourquoi elles pèsent encore aujourd'hui sur l'équilibre géopolitique de la région. Je vous laisse avec la suite du reportage. Pendant un temps, après la fin de l'URSS, l'ordre mondial a tourné autour d'un centre. Mais à partir des années 2000, quelque chose se fissure. Afghanistan, Irak. Même quand la supériorité militaire est totale, la stabilité politique ne suit pas. Et quand les résultats sont flous, un signal est envoyé au monde, les lignes rouges deviennent discutables. Les coûts deviennent calculables. Et l'idée même d'un ordre partagé commence à s'effriter. Ce qui suit, ce n'est pas une guerre ici, une crise là. C'est un retour progressif de la logique des blocs. D'un côté, l'OTAN se renforce et s'élargit. L'Alliance compte aujourd'hui 32 membres, et la Suède est devenue membre en mars 2024. De l'autre, la Russie considère cette extension comme une menace stratégique. Et l'Ukraine devient le point de rupture. Depuis 2022, l'Europe retrouve une guerre inter-État majeure sur son sol. En parallèle, la Chine monte en puissance et observe le monde en termes d'équilibre global. Technologie, commerce, influence, route maritime. Ce n'est pas seulement économique, c'est stratégique. Résultat, on ne parle plus seulement de sécurité. On parle de zone d'influence, de profondeur stratégique et de rapport de force durable. Le conflit moderne ne se limite pas au champ de bataille. Il passe par les sanctions, les tarifs, la monnaie, l'énergie, la technologie et l'information. Depuis 2018, la guerre commerciale États-Unis-Chine a installé une logique, sécuriser son économie comme on sécurise une frontière. L'énergie redevient un levier. Les chaînes d'approvisionnement deviennent une arme. Les technologies critiques deviennent un enjeu de souveraineté. Et quand l'économie devient un champ de bataille, les tensions politiques ne retombent pas, elles s'installent. L'Europe, elle, est prise entre deux réalités. D'un côté, sa sécurité dépend largement de l'architecture transatlantique. De l'autre, elle subit directement les chocs, guerre en Ukraine, inflation énergétique, tensions industrielles, pression migratoire. Et il y a un autre glissement, la perte d'influence de plusieurs pays européens dans certaines régions, notamment au Sahel. Coup d'État, départ de forces étrangères, nouveaux partenariats sécuritaires. Le paysage change. Ce n'est pas un détail. C'est un symptôme, le monde devient multipolaire, et l'Europe doit se repositionner dans un jeu plus dur. Puis il y a le Moyen-Orient, où tout s'imbrique. Le conflit Israël-Palestine n'est pas un épisode isolé. Il s'inscrit dans un héritage de décennies. Et depuis 2023, la guerre à Gaza a ravivé une dynamique régionale. Tensions au Liban, frappes et ripostes, Syrie, Iran, acteurs non étatiques, dissuasion, représailles, messages. Ce n'est pas seulement un conflit. C'est un révélateur, quand un foyer s'embrase, le système entier se met sous tension. Et derrière tout ça, il y a une réalité qui change toutes les règles, la dissuasion. Certains États sont renversés. D'autres ne sont jamais attaqués directement. Parce que le nucléaire, ou la capacité de riposte, impose une prudence stratégique. Et plus le monde se fragmente, plus la peur de perdre devient centrale. La peur de perdre une zone. La peur de perdre une alliance. La peur de perdre une avance technologique. La peur de perdre la crédibilité. Conclusion partie 2, la zone rouge se dessine. En 2024, selon le programme UCDP, 61 conflits actifs impliquant au moins un État ont été recensés dans le monde, un niveau record depuis 1946. Ce chiffre ne dit pas seulement « il y a des guerres ». Il dit « le système sature ». Plus de blocs. Plus de méfiance. Plus d'armes. Plus de sanctions. Plus de points de rupture. Et c'est là que la question devient plus grave. Si la mécanique est faite de peur et de puissance, qu'est-ce qui empêche l'accident? Qu'est-ce qui empêche l'irréversible? J'espère que vous avez apprécié cette deuxième partie du reportage. Ce que l'on peut déjà comprendre à ce stade, c'est que pendant que les regards sont ailleurs, la mécanique continue de se mettre en place, lentement, silencieusement, mais avec des conséquences qui pourraient bien changer l'équilibre du monde. Si ce format vous intéresse, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner.